Bienvenue Gabriel, merci d'être venu dans ce nouvel épisode de ma série de vidéos où je vais interviewer donc chaque semaine ou toutes les 2 semaines un influenceur, un blogueur ou une agence qui a donc soit réussi à créer une belle audience sur Internet, soit qui a réussi à mettre en place un système marketing pour générer plus de prospects et plus de clients. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de t'inviter, je vais te laisser te présenter, mais j'ai choisi de présenter l'une des plus grosses agences d'inbound marketing en France pour justement nous parler de son système. Alors, je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais et dans quelle entreprise justement tu travailles. Merci beaucoup Rudy. Donc, je m'appelle Gabriel Dabichevel. J'ai fondé 1 minute 30 qui est la première ou l'une des premières agences d'inbound marketing en France. Je l'ai fondée en 2012, donc j'ai été assez précurseur là-dessus. L'inbound marketing pour moi, c'est de devenir son propre média et convertir son audience en client. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer pour l'agence dès son démarrage, entre autres parce que moi, j'étais pas un expert de la com ni du digital. Donc l'agence, le marketing de l'agence m'a servi aussi de bac à sable pour apprendre ce que je vendais à mes clients et pour construire mon expérience en pratiquant pour moi-même. Et de facto, depuis 2012, je fais un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. En tout cas, on a créé une vraie communauté autour de l'agence avec aujourd'hui 140 000 visiteurs par mois, 80 000 abonnés à notre newsletter. Et Tu as dit 2500 combien? Ça a un peu téléchargements de coupé livres sur blancs tous les le. mois pour notre agence. Ça a un peu coupé sur tes stats. Excuse-moi, tu as dit combien de visiteurs par mois? 140 000. 140 000 et sur ta mailing list aussi, on n'a pas entendu. 80 000 sur la newsletter, 2500 téléchargements de livres blancs et 4 à 5 rendez-vous jours pris par le site. Waouh, super. Alors, une question par rapport à l'origine d'1 minute 30. Toi, tu as commencé avec une stratégie inbound ou tu as découvert l'inbound en faisant finalement, en te rendant compte que c'était la meilleure option pour ton agence? Moi, en 2012, j'étais dans une situation professionnelle où mes précédents projets d'entrepreneur n'avaient pas hyper bien décollé ou en tout cas étaient en reconversion et mon ancien métier de consultant dans les télécoms et les médias arrivait à une vraie maturité vu que Free s'était lancé et qu'il y avait beaucoup moins de demandes de conseils sur le marché. Et à ce moment-là, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire les années qui venaient. Je me suis dit que le digital était un marché en croissance sur lequel il y avait encore plein de choses à faire et en creusant ce qui pouvait se faire dans le domaine du digital, j'ai découvert l'inbound marketing. L'inbound marketing, vu que c'est un peu un métier de type média, vraiment l'idée qu'il s'agit de devenir son propre média, ça faisait vraiment écho avec ce que je faisais auparavant dans les médias en termes de stratégie média, ça m'a semblé pertinent. Et donc, j'ai décidé de créer la première agence d'inbound marketing en France et de facto d'utiliser l'inbound marketing pour me faire connaître parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et en étant un bon cordonnier, on peut être bien chaussé. Et à partir de là, j'ai développé ma propre stratégie. J'ai appris au passage, j'ai obtenu mes premiers clients et j'ai construit comme ça une expérience, une vraie expertise dans le domaine de l'inbound et une vraie notoriété pour l'agence. Toi, tu as commencé, tu étais la petite main, si j'ose dire, de cette stratégie ou tu avais tout de suite une équipe avec toi pour mettre en Moi, place? j'étais tout seul pendant plus d'1 an. Ouais. Donc, j'ai tout fait au début. J'ai fait faire mon site par une freelance. J'ai écrit tous mes articles de blog tous les jours. Ouais. J'ai beaucoup lu. J'avais pas beaucoup de clients au début. Fallait être patient. Il y a eu une longue traversée du désert. Mais petit à petit, j'ai construit de l'audience. J'ai eu mes premiers prospects. J'ai foiré plein de rendez-vous. Ouais. Que j'avais pas les codes des agences, que je savais pas répondre à des appels d'offres, que je n'arrivais pas à affirmer suffisamment bien mon expertise et mon autorité. Et petit à petit, on a progressé et aujourd'hui, c'est une vraie agence avec plusieurs agences en France aussi. On a une agence à Lyon, à Aix, à Nantes, une en Suisse aussi, enfin une au Maroc aussi. Donc aujourd'hui, c'est une vraie petite entreprise. Je suis assez content d'avoir construit, quoi.
Bah ouais, en termes de vision d'entreprise, bravo pour ce que tu as fait. Et donc tu as appris, ça m'intéresse ton parcours parce que c'est, je pense, le cheminement logique dès qu'on grossit et qu'on commence à avoir une certaine audience en termes d'inbound, c'est qu'au début c'est difficile, tu l'as dit, puis après on commence à avoir des opportunités et à un moment enfin, sans exagérer, ça commence à être plus une logique de gestion de comment on va gérer tous ces prospects, comment on va le faire fructifier pour en tirer un maximum. Alors, il y a la question de la construction de l'équipe et ça m'intéresse par rapport à ce que toi tu as fait. Comment tu t'es développé d'abord? Tu as déjà, tu réponds ou pas, hein, mais qui est-ce que tu as recruté en premier comme cœur de compétences? Et ensuite, comment tu t'es développé avec ces agences par ville? Alors, en termes de... Alors, je t'ai dit, je suis resté 1 an tout seul, puis j'ai eu une tentative d'association sur un projet d'agence web à côté de l'agence Inbound, euh, sur lequel on a un peu recruté, puis on s'est séparés. Et moi, j'ai beaucoup construit avec des stagiaires au début, Ouais. parce que c'est une ressource à la fois hyper engagée, pas nécessairement très chère, et qui permet aussi d'apprendre. Donc j'ai eu pas mal de stagiaires au début, avec une équipe hyper soudée. Donc on était, je garde des très bons souvenirs de cette période-là. C'est une époque où on avait pas mal de leads, mais on était encore pas très bien armés pour gagner les complètes, en particulier de rencontres. Et puis, mes premiers recrutements, ça a été naturellement mes stagiaires avec qui je m'entendais bien. Donc, sur cette équipe de stagiaires, j'en ai recruté un, puis deux, puis on a recruté un premier créa, puis d'autres chefs de projet, puis des développeurs. Et petit à petit, on a grandi jusqu'à être 18. Et là, on a peut-être été un peu trop avec une organisation qui n'était pas assez structurée. Et ça m'a amené à revoir cette organisation et à changer de modèle, en m'appuyant aussi plus sur des freelances ou sur des indépendants et en construisant une vraie certification, au cas où on pourra en parler un peu plus tard sur notre nouveau modèle d'agence et la nouvelle offre plus d'une minute trente que j'ai lancée tout récemment. Ok, ça m'intéresse parce qu'effectivement, après on va reparler de justement si tes équipes elles sont plus là pour livrer la prestation ou comment tu te structures pour créer tes contenus et attirer du trafic pour que tu aies un peu à la fois la livraison de la presta et l'attraction des clients. Mais je vais avancer un petit peu pour ceux qui regardent la vidéo. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui les offres que tu promeus à travers ton site? Quelle est ta palette d'offres? Et puis, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus poussées en avant Alors là, il y a eu un gros lag, j'ai rien entendu de ta question. Ok, je disais, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la palette d'offres que tu pousses sur ton site, que tu promeus en particulier? Alors aujourd'hui, effectivement, on s'est concentré sur une offre ambitieuse et exigeante. C'est une approche qu'on appelle, donc on a appelé ça l'offre plus d'une minute trente. Et on parle de programmes de croissance qui nous permettent qui nous permettent d'accompagner les clients comme des vrais partenaires stratégiques pour concrétiser leur ambition de croissance. Donc on s'inscrit dans des logiques d'accompagnement de long terme, 1 à 2 ans, avec des vrais objectifs de résultats, potentiellement de l'engagement sur les résultats, et on accompagne les clients dans la durée pour atteindre ces résultats. Donc avec une mécanique agile où on a un consultant qui, avec le client, challenge le client, construit la stratégie et co-construit la stratégie. Et puis après, on a une mécanique de points avec des chefs de projet et une plateforme qui permet de faire au fur et à mesure les livrables nécessaires à la réalisation de cette stratégie, que ce soit des articles de blog, des vidéos, des infographies, du paramétrage de site internet, de l'intégration, du paramétrage de marketing automation, etc. Donc là, on fait appel à une palette de talents à travers notre plateforme qui permet de suivre tout en toute transparence et d'avoir une vraie centralisation des process, une capacité d'accompagner les clients dans la durée, de suivre leurs indicateurs de résultats et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Ce sont des clients qui cherchent. De récurrent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais qu'on a quelque chose d'assez ambitieux et de récurrent, Ok. Et qu'on n'est plus dans la réalisation de livrables, mais vraiment dans l'atteinte de résultats. Ok. Et donc tes clients,
Tu vas nous dire qui ils sont déjà et puis surtout, enfin qui sont leur profil. Mais surtout, ils arrivent tous avec l'envie de mettre en place de l'inbound où il y a d'autres besoins. Alors aujourd'hui, on a élargi autour de l'inbound avec cette logique vraiment de concrétisation des ambitions de croissance. Pourquoi les gens font de l'inbound? C'est pour faire croître leur entreprise. En revanche, aujourd'hui, surtout que l'inbound est aujourd'hui beaucoup moins novateur et innovant que ça ne l'était il y a 6 ans et demi quand j'ai commencé, l'inbound n'est pas nécessairement la stratégie de croissance la plus adaptée à toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner la croissance des entreprises, de réaliser leurs ambitions. Et pour ça, bien sûr, on a une vraie expérience en inbound marketing et c'est souvent très pertinent de faire de l'inbound, mais on fait aussi, on mixe des stratégies avec l'inbound, l'outbound, du digital, mais aussi du offline. Moi, je crois beaucoup en ce moment au retour du offline. Je pense qu'il y a une vraie saturation des réseaux, du digital, etc. Et que ça peut être pertinent dans certains cas de figure de réintroduire du offline, du print, du marketing direct. C'est pour ça que j'ai monté entre autres une maison d'édition de vrais livres. D'accord. Plutôt que de faire que des livres blancs digitaux, je fais aussi des vrais livres physiques distribués dans les librairies, diffusés sur Amazon. Et là, on peut retrouver des mécaniques d'inbound marketing, mais plus physiques et moins digitales. Ok, intéressant. Et donc, si j'ai un besoin du style, je suis sûr que c'est YouTube, je veux des vidéos, tu le traites aussi ou tu fais que de la stratégie globale? Alors, je veux des vidéos et je m'inscris dans une démarche de long terme pour atteindre des résultats sur YouTube. Je suis le bon partenaire. Je veux une vidéo one-shot Ouais. parce que j'ai 5000 balles et que je me dis qu'une vidéo, ce sera bien. Je ne suis pas nécessairement le meilleur partenaire. Mais pour répondre à des besoins comme ça, plus de livrables, on est en train de mettre en place une plateforme qui va permettre de répondre à ces besoins-là, mais de façon en mode plateforme, donc brief en ligne, etc. Ok, c'est clair. Allez, je vais passer à la partie trafic. Donc, comment toi, à 1 minute 30, toi et tes équipes, comment vous êtes structurés? Quelles sont vos stratégies? Et surtout, déjà pour commencer, quelles sont vos sources favorites de trafic pour générer les 140 000 visiteurs que tu as sur ton site qui sont attirés sur le site d'1 minute 30 chaque mois? Alors, clairement, c'est le SEO qui est le levier le plus efficace et d'autant plus efficace qu'il est en croissance alors que les autres leviers baissent. Tu le sais aussi et je pense que tu vis la même chose. Le social, il y a une baisse de reach assez phénoménale et donc qui représente quasiment moins 50% d'une année sur l'autre en trafic et moins 50% qui a l'air de se prolonger au-delà d'une année. Donc c'est Oui. pas ce qu'il en est pour toi, mais c'est quand même assez dramatique ce qui se passe sur le social en termes de perte de reach et de bidouillage des algorithmes par Facebook. Surtout que les gens se sont améliorés. C'est-à-dire qu'entre-temps, les publications sont de meilleure qualité, mais il y a quand même une baisse de performance. Ouais, non, mais c'est assez terrible là-dessus. Donc le social baisse, l'emailing baisse aussi pas mal, et soit parce qu'il y a trop d'emails, soit parce qu'il y a une baisse du taux d'ouverture. Mais là aussi, on a plutôt une baisse des audiences. Le seul levier qui, pour l'instant, est en croissance, pour nous, c'est le référencement naturel. Et on a toujours une forte hausse en termes de référencement naturel, donc, ce qui fait qu'on a une hausse globale de notre trafic. On va mettre en place du paid aussi, et ça c'est un sujet qu'on va développer un peu pour, vu qu'on cherche plus de leads et qu'on est dans une démarche de croissance nous-mêmes. Mais c'est vrai que les autres leviers digitaux sont plutôt en difficulté en ce moment. Ok, donc aujourd'hui, pour justement travailler ton référencement, tu vas, j'imagine, je devance, mais j'imagine que tu as une stratégie de contenu. Et est-ce que tu peux nous synthétiser ton approche, ta philosophie et peut-être les contenus que tu privilégies, toi, pour avoir des résultats? Alors, je sais qu'on travaille assez différemment, vu que toi, tu es très focus dans la manière de construire tes contenus, etc. Moi, j'ai une approche plutôt orientée sur la quantité, la répétition, le rythme. Et de facto, je fais toujours un article de blog par jour depuis 5 ans. Article que j'essaye de faire les mieux possible, mais où je mets à contribution toutes mes équipes.
Et ça fait partie du contrat de travail de mes collaborateurs que chacun produise un article de blog toutes les 2 semaines. Donc, on construit la ligne éditoriale à travers les expertises de chacun, les sujets que chacun veut traiter, et puis un travail SEO d'amélioration des articles faits par chacun. Mais le blog est au cœur de ma stratégie de management parce que c'est aussi la façon pour chacun de partager ses expertises, de partager ses problématiques, de parfois faire des propositions d'utilisation de nouveaux outils. On le fait à travers cette réunion blog qui est à la fois une réunion pour construire la ligne éditoriale de ce blog, mais aussi un peu notre réunion bimensuelle de management autour des problématiques et des besoins de chacun. Alors là, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour travailler avec des agences, un de leurs gros problèmes, c'est qu'elles sont constamment charrettes et qu'elles n'arrivent pas à pondre, enfin, elles aimeraient bien, mais le contenu du blog qu'ils doivent pondre chaque semaine, il arrive, c'est à 18h le vendredi qu'ils ont le temps, quoi. Et du coup, c'est dur. Donc toi, tu as réussi à instituer la publication par ton équipe de contenu et ils ont un temps qui est adapté pour ça. Comment tu as fait, tu leur libères ce temps? Ça fait partie de leur mission. Je te cache pas que c'est souvent, il y a une réunion toutes les 2 semaines. Cette réunion, elle marche plutôt avec le bâton que la carotte. Hein. C'est dans le contrat de travail, c'est une obligation. Moi-même, j'en fais un toutes les 2 semaines. Ouais. Et pareil, je m'oblige à le faire parce que je sais qu'il y a la réunion et parce que je sais que je dois montrer l'exemple, etc. Ah oui. etc. Donc, quand même, faire écrire les gens, produire du contenu, c'est souvent une douleur, c'est souvent une discipline. Donc, je n'ai pas trouvé de meilleur levier que le bâton. La carotte ne marche pas très bien parce que si on met des primes, les gens préfèrent ne pas les avoir que d'avoir du boulot en plus. D'accord, ok. Voilà. Et donc, voilà, il y a une réunion, c'est obligatoire. Quand la personne ne le fait pas, il se fait engueuler. Et bon, même si chacun organise son temps comme il veut, les gens, malheureusement, le font souvent le dimanche soir ou parfois même, il y en a qui viennent plus tôt le lundi matin pour avoir… sur un papier grafouillé. Voilà. Okay, d'accord. Et alors, quand tu exiges, enfin, toi, ton focus, par exemple, sur les thèmes de contenu et sur les formats que tu vas privilégier, c'est quoi, justement? Ça va être vraiment l'expertise de chacun. Ouais. Un chef de projet va parler de comment bien faire de la chefferie de projet, les nouveaux outils, ce genre de choses. Un graphiste va parler des dernières campagnes ou des derniers outils, etc. Notre comptable, qui est responsable administratif et financier, va parler de marque employeur, va parler des nouvelles règles juridiques en termes de RH. Et donc, on va avoir cette construction construite autour des expertises et des centres d'intérêt de chacun de nos collaborateurs qui ont chacun une expertise. Mais du coup, tu attires des gens parfois est-ce que tu le prends comme des nouvelles opportunités, le fait que ton comptable parle de la marque employeur, mettons, soit, c'est super, mais toi, tu n'as pas d'offre. Si, on a une offre marque employeur. D'accord, ok. Et est-ce que ces offres, elles se sont structurées à mesure qu'il y avait une audience qui se créait, ou est-ce que c'est toi quand même qui donne la ligne directrice de qui tu veux attirer pour vendre tes offres à la fin? Alors, c'est un peu l'œuf et la poule et c'est une bonne question. Moi, très vite, au début, quand j'ai créé le blog, je voulais vendre de l'inbound marketing. Donc, j'ai beaucoup blogué sur l'inbound marketing. Puis, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de parler d'inbound marketing à toutes les sauces et j'avais quand même une grave impression de me répéter quotidiennement. Donc, je me suis intéressé au marketing en général. Et un peu comme l'inbound marketing, je ne connaissais pas grand-chose, un petit peu quand même, parce que j'avais fait un peu un MBA, ce genre de truc. Mais j'avais des connaissances très théoriques, j'avais fait du marketing stratégique dans les télécoms et les médias. Et donc, j'ai commencé à bloguer plus largement sur les autres métiers du marketing et de la com. D'ailleurs, j'ai parlé de RP, j'ai parlé de marketing direct, j'ai parlé de marketing. Et de fait, j'ai élargi mon blog pour adresser l'ensemble des leviers du marketing, ce qui m'a attiré une audience et ce qui m'a permis, au fur et à mesure, de la même façon que j'avais appris l'inbound marketing sur le tas,
d'apprendre les autres métiers ou de réunir des compétences autour de ces autres métiers, en embauchant une RP, en embauchant des experts en positionnement, des experts en social selling, etc., pour constituer une offre que j'aimerais être à 360 autour du marketing. Et puis, comme je le disais, en termes d'organisation, le fait de regrouper plein d'expertises, ce n'est pas toujours facile en termes de management. Donc, on s'est réorganisé sur un mode plus plateforme, gestion d'indépendants et formation d'une équipe de consultants qui sont non pas des experts d'un domaine, mais des experts sectoriels et des gens qui ont une vraie expertise sur l'auto, par exemple, sur l'agroalimentaire, etc. Et une vision 360 du marketing, parce que finalement, les clients, c'est compliqué pour eux de bosser avec plein d'experts qui, finalement, entre experts, se tirent un peu la bourre. Ils ont plus intérêt de bosser avec un vrai généraliste capable de les accompagner et de leur faire prendre les bons arbitrages. D'accord. L'offre plus, c'est une offre où le client est accompagné par un consultant 360 que j'ai formé, pour lequel on a monté une formation pour qu'il ait une vision très 360 et généraliste. Et son expertise à lui, c'est son secteur. Et il vient apporter son expertise sectorielle, la vraie connaissance du secteur. Donc, c'est un vrai sparring partner pour le client. Et ça, c'est intéressant et ça me semble plus intéressant que ma première initiative qui est de dire je réunis une agence de multi-expertise. Je préfère réunir une agence d'une équipe multisectorielle pour accompagner dans la durée les clients. Ok. Et donc, toi, tu les prends, tes clients, minimum 1 an pour avoir des résultats, j'imagine. Alors, nos offres commencent à 6 mois. D'accord, ok. Et c'est vrai que les résultats sont plutôt sur 1 an ou sur 2 ans. Après, tout dépend aussi du fait, si on prend des engagements sur les résultats, on va s'inscrire plutôt même sur des périodes de 2 ans. Ouais. Ok. Sur ta stratégie de contenu que tu nous as expliqué, les formats de contenu... SEO, parfois, il y a des mots-clés sur lesquels je me référençais. Et là, indépendamment de la réunion blog, on va construire les pages qui vont bien, les copies qui vont bien aussi. Enfin, on ne s'interdit pas d'avoir des approches un peu focus et chirurgicales quand il faut le faire, mais on alimente aussi en continu le site par des contenus produits éditorialisés par chacun. Donc, on va revenir ensuite sur le trafic, mais bon, si j'ai compris, il y a 80%, on va dire, de ton trafic, c'est le SEO. Qu'est-ce que tu fais de ces trafics-là? Comment tu les attires dans ton système pour les transformer de visiteurs potentiellement intéressés par quelque chose, mais pas sûr? Comment tu les fais passer de visiteurs à prospects et à clients? Est-ce que tu peux nous décrire ton système, les différentes étapes à travers lesquelles il passe? Alors là-dessus, je suis assez classique. À la fin de chacun de mes articles de blog, il y a 2 call to action. Un vers une offre et une page agence, découvrez mon offre et mon agence en inbound marketing ou en marketing direct et ma nouvelle offre plus, ce genre de choses. Et là, je suis plutôt dans une logique de vouloir faire une vente le jour même. Moi, je compare souvent l'inbound marketing à un date. Et donc, on fait un premier rendez-vous galant et à la fin du rendez-vous, on a 2 options. Soit on propose d'aller boire un verre à la maison tout de suite pour conclure tout de suite. Et ça, c'est le découvre mon offre, découvre mon agence. Et puis, sinon, on propose de prendre le numéro de l'autre pour faire un nouveau rendez-vous. Et ça, c'est bien télécharger un de mes livres blancs. Comme ça, tu en sauras plus et tu me laisseras tes coordonnées email. Et donc, depuis 2012, on fait quasiment un livre blanc tous les trimestres. Aujourd'hui, on a à peu près une 30aine de livres blancs. Et en termes d'appât, c'est pour moi celui qui marche le mieux. On a essayé le webinaire, etc. Et on en fait de temps en temps aussi. Mais le livre blanc a le mérite de marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a une trentaine de très beaux livres blancs qui fonctionnent bien et qui nous permettent d'embaser nos prospects, puis derrière de les nurturer avec du marketing automation, avec des scénarios d'endoctrinement, d'engagement, etc. Donc tu leur proposes un livre blanc assez pointu, pas un petit bonus. Tu n'as pas cette étape de proposer, je sais pas, une fiche PDF, un petit bonus e-book de 4-5 pages. Non, c'est tout de suite un truc un peu dense. Ouais, c'est tout de suite un peu dense. Moi, j'ai depuis toujours une volonté d'attirer des prospects
soit grand compte, soit avec une démarche un peu ambitieuse. Mhm. Donc je suis peu... Enfin voilà, ma cible, c'est pas les auto-entrepreneurs, les porteurs de projets individuels Mhm. qui sont assez sensibles à des cadeaux un peu plus courts. Moi, c'est toujours assez dense, quoi. Enfin, il n'y en a pas un qui fait moins de 30 pages. Quand tu récupères le contact, c'est en échange d'un email ou il est un peu plus quand c'est au niveau Non, du... c'est en échange d'un email Ouais, et d'une forme d'auto-qualification. Le contact peut me dire quel type de profil il est, ouais. ce qui me permet de lui adresser des scénarios d'engagement différents. Ok. Et le fait d'avoir des gens qui viennent sur tes contenus et qui vont tout de suite passer à l'action, mettons, boum, l'offre plus, ça m'intéresse. Est-ce que c'est sûr que ça t'offre du volume de prospects, mais est-ce que les prospects sont suffisamment chauds à ce niveau et ça te permet de signer vraiment suffisamment de contrats ou au contraire c'est un premier rendez-vous et ensuite il y a d'autres étapes? Alors là, tu es plutôt non pas sur le livre blanc, mais sur la découverte. Ouais. Là-dessus, alors c'est souvent, on l'a constaté, on est souvent, les prises de contact, c'est souvent sur des premières visites. Donc des gens qui sont en mode intentionniste, en recherche, qui trouvent l'agence, on est bien référencé et qui prennent rendez-vous. Alors D'accord. bien sûr, après, on a mis en place tout un processus de qualification du prospect par une équipe de SDR qui vient qualifier au téléphone les prospects. C'est plus moi qui le fais. Je le faisais au début, je faisais plein de rendez-vous. On a mis en place des questionnaires de qualification, etc. pour justement mesurer si le client a des vraies ambitions de croissance. Vu qu'on est en plus sur des programmes assez ambitieux, il y a un vrai filtre à ce niveau-là sur les ambitions, sur les moyens pour concrétiser les ambitions, Mhm. sur le contexte du client, etc. Ce qui nous permet de, quand le client correspond à notre profil de client idéal, à les bonnes ambitions, les moyens, etc., d'organiser des rendez-vous à l'agence pour commencer à finir notre découverte et faire de la proposition. Ok, c'est Et clair. c'est vrai qu'on commence tous nos programmes par des ateliers, ce qui nous permet d'avoir des offres plus faciles d'accès au démarrage. Ah, tu veux dire que quand, avant de rentrer dans tes programmes un peu plus, un peu plus long terme, il y a d'abord Mm. des petites offres sur de l'accompagnement court, C'est pas de l'accompagnement, c'est de la stratégie. de la Et en stratégie. fait, c'est dans le cadre de ces ateliers de stratégie qu'on appelle ateliers de croissance, on Ouais. va construire ensemble les programmes de croissance. Donc ça D'accord, nous ok. permet d'auditer le client, ça nous permet de co-construire son positionnement, sa stratégie paid, sa stratégie sur les différents leviers, etc. De construire son business model parfois, parce qu'on parfois on aide à faire évoluer les business models. Et à partir de ça, on connaît suffisamment le client et puis on se connaît nous-mêmes ensemble Mhm. sur notre capacité à travailler ensemble assez bien pour être en mesure de faire ces propositions de programme et de se donner d'identifier d'ailleurs les objectifs, d'être capable de dire tiens, ils sont réellement atteignables. Donc, il y a un peu de travail aussi d'audit et d'analyse pour dire là où on peut aller. Et une fois qu'on a atterri sur les ambitions, les chiffres, etc., on est capable de mettre l'investissement en face et au cas où, nous aussi, de nous engager sur les résultats. Et on est d'accord que ces ateliers, c'est déjà une offre, c'est déjà un accompagnement, c'est pas un atelier découverte gratuit. Non, non, c'est pas gratuit. Ça- Ça commence à 5 000 euros. Ouais. Et c'est des gammes d'ateliers qui vont de 5 à 30 000 euros selon le nombre d'ateliers, la complexité des livrables, etc. Mais ils peuvent être pour partie pris en charge par la formation. Ok, ok. Vachement intéressant. Alors, dans cette stratégie de trafic, on a parlé du SEO. Est-ce que malgré tout, bah, les réseaux sociaux, ils ont toujours une place? Et si cette place, ils ont toujours une place, c'est laquelle, j'ai envie de te demander? Alors, chez moi, les réseaux sociaux ont toujours une place de diffusion, en fait. Pour moi, c'est des canaux de diffusion des contenus produits sur le blog. Mhm. Donc, ils ont servi de caisse de résonance depuis le démarrage où chaque article de blog était partagé sur tous les réseaux sociaux. Sur Twitter, où tout le monde a une mémoire de poisson, de poisson rouge, il y avait plus des vieux articles qui étaient partagés en plus des nouveaux. Ouais.
Et on a toujours utilisé les réseaux sociaux comme voilà, un moyen de relayer, de rabattre du trafic sur le site. Et effectivement, comme je te dis, c'est pas mal en baisse. Depuis un an et demi, on fait aussi de la vidéo avec un vlog quotidien qui a été au démarrage plutôt un gros succès sur LinkedIn où je faisais entre 5 et 10 000 vues par vidéo. Oui, je t'ai vu. Mais là aussi, c'est sacrément baisse. Grosse baisse du reach. Ouais. Et les vidéos aujourd'hui, qui sont beaucoup plus quali qu'elles ne l'étaient au départ, font plutôt entre 1000 et 2000 vues qu'entre 5 et 10. Quoi. Ouais, c'est un peu incompréhensible parfois le fonctionnement de l'algo de LinkedIn en particulier. Alors moi, je le comprends très bien. Hein. On prend un potentiomètre et on baisse au fur et à mesure pour amener les gens à payer plus. Ah oui, ça c'est clair et net. C'est clair et net, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui arrivent à quand même performer correctement. Et c'est un peu sur des signaux, on va dire, qui sont pas forcément évidents parce que des contenus d'extrêmement bonne qualité vont se taper un bide, hein, pour être très clair, et des contenus plus moyens où on balance un petit peu pour voir, quoi, et là, boum, on fait un score quand même sympa. Bon, je pense qu'ils sont encore dans la découverte de leurs propres algorithmes LinkedIn. Ouais, et c'est vrai que les contenus qui performent aujourd'hui sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup. Alors des gens que j'aime beaucoup, par exemple Creapills, on est quand même sur du contenu qui n'est plus très professionnel et qui est beaucoup plus communautaire, waouh, perte de temps, mais avec le sourire. Ouais, c'est ça. Où on n'a pas honte d'avoir liké sur LinkedIn, mais c'est pas du très productif. Voilà, on n'a pas appris grand-chose non plus. Non, non. Mais on a passé un bon moment. Et donc toi, tu te focalises sur quels réseaux sociaux, même si c'est peut-être des évidences, mais et puis peut-être. Je suis un peu partout, et c'est vrai que j'ai à titre perso un petit faible pour LinkedIn, mais je dois te dire depuis que le reach baisse tellement que mon faible va se transformer potentiellement en aversion. Et je réfléchis et je vais sûrement mettre en place une appli mobile pour essayer d'avoir un reach à 100%. Et avoir, entre guillemets, alors c'est pas mon réseau social, mais à travers les notifications push un risque de 100% pour les gens qui auront installé mon appli. D'accord. La dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, je dois dire qu'elle a plutôt tendance à m'agacer qu'autre chose. Et que, à force de jouer sur le potentiomètre, moi je suis quand même dans une phase où j'ai plutôt tendance à ne pas recommander à mes clients de se lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Je considère qu'ils ont intérêt à se lancer que s'il y a une affinité hyper forte avec leur communauté ou s'ils ont déjà une communauté. Mais s'ils n'ont pas de communauté, je leur dis, bon, mais créez votre page parce que c'est toujours ça de fait, mais n'investissez pas trop. Et si vous voulez faire de l'achat média parce que c'est indispensable, votre budget média n'est pas inextensible. Et donc, on va faire des vrais arbitrages et investir là où ça rapporte le plus. Et c'est souvent plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on en revient aussi à des plans médias classiques. En voie de courrier. Mais on va dire que ça a tellement, le digital a tellement pris la main, tout le monde s'y met, que tu as des médias plus tradis, y compris tu peux avoir des super négos avec des chaînes de télé, des chaînes de radio, avec des journaux, ou en marketing direct, tu peux faire beaucoup plus d'impressions aujourd'hui, parce que tout le monde est passé sur le digital. Et en digital, tu vas être très saturé. Donc, moi, je suis vraiment dans selon les situations, parce que justement, il n'y a plus une stratégie one size fit all. Il y a vraiment une analyse du marché, une réflexion à faire pour trouver le bon média, le bon levier et la bonne opération, ou les bonnes opérations. Je rebondis sur deux choses que tu as dites. Effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a quand même des niches qui cartonnent toujours, même si elles ont connu des grosses baisses de reach aussi. J'en parle souvent, mais voilà, j'ai un client dans le fitness qui, même si son reach a été divisé par 2, prend, là je check tous les 3-4 jours, il prend 5000 abonnés par 2-3 jours.
Voilà. Et pourtant, il y a 3 mois, il a eu peur. Il s'est dit, j'ai été shadowban par Instagram. Mes stories ne font plus que, j'ai plus 30 000 views. Je disais, non, c'est quand même pas mal. Et voilà. Bon, il y a eu, voilà, il y a aussi un rééquilibrage sur Insta, mais il y a quand même des petites niches qui arrivent à se débrouiller. Mais Oui, nous, tout à fait. Je ne dis pas voilà. qu'il faut absolument ne pas y aller, mais autant il y a quelques années, tout le monde disait il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que j'y aille, etc. Moi, je dis non, il ne faut pas absolument que vous y alliez. Il faut y réfléchir parce que vos budgets et votre capacité d'investissement n'est pas infinie. Et donc, on va faire des arbitrages et on va essayer d'aller là où c'est le plus efficace. Donc oui, quand tu es dans le fitness, bah, il y a des chances, et que tu as déjà une communauté, Voilà, c'est il y ça a aussi. des chances que ça vaut le coup d'y rester. C'est ça aussi, c'est que les gens qui sont déjà depuis un certain temps, qui avaient peut-être 10, 15, 20 000 abonnés, eux, ils croissent à 100 000. Mais ceux qui commencent aujourd'hui, il va falloir qu'ils aient une proposition de valeur 10 fois supérieure pour émerger, quoi. Ouais, ou qu'ils mettent un paquet de pognon Aussi. pour soutenir le truc, quoi. Et deuxième chose où ça m'a fait tiquer, mais Réagir. positivement, c'était sur ouais, la publicité sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est rigolo de relancer des campagnes un an après, c'est-à-dire les mêmes, et de voir que le coût, il triple. Ouais, Donc, ça veut dire que pour garder des coûts constants, faut faire de plus en plus de promesses, de plus en plus d'images chiadées. Là, je regardais récemment, enfin, ça a un peu disparu de ça, mais il y a quelques mois, des gens qui faisaient du B2B et les visuels sur Facebook, c'était une femme super jolie au volant d'une Ferrari. À un moment, voilà, il y a un trop-plein un excès, je veux dire, dans la proposition, et à un moment, on peut plus juste être dans la course si on veut rester sérieux, quoi. ouais, c'est clair. Non, moi je suis très prudent aujourd'hui avec les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de clients B2B et donc ma prudence est d'autant plus redoublée que ça n'a jamais été le plus grand canal B2B et que ça l'est encore moins. Alors, je passe à la question suivante qui vient naturellement, c'est euh, toi, comment dans ta propre stratégie et peut-être dans la stratégie de tes clients, tu intègres la publicité d'une part, et pour quelqu'un qui n'a pas un budget illimité, où est-ce que tu focaliserais ton budget de pub? Si tu peux le synthétiser, ou là, je peux tout à fait comprendre que tu me dises ça dépend. Mais est-ce que tu as des recommandations, on va dire? Bon, tu as un peu deviné la réponse. Effectivement, chaque client est différent, donc il n'y a pas de réponse unique. Moi, le plus facile, surtout quand on a un petit budget, c'est de s'adresser aux GAFA. Les GAFA, et je parle bien même les GAFAM des 5 en question, parce qu'Amazon a aussi une plateforme publicitaire qui est loin d'être inintéressante. Elles permettent tous de faire de l'investissement publicitaire avec 1, 2, 3 ou une dizaine d'euros par jour. Mhm. Donc sur des petits budgets complètement maîtrisables, etc., bah, c'est tout de suite plus facile que d'aller acheter des pages dans la presse qui vont tout de suite faire quelques milliers d'euros ou de l'affichage ou de la télé. Donc ne serait-ce que pour ça, ben, il y a quand même un très large public qui va aller vers nos chers Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft qui a LinkedIn. Et là-dessus, c'est sûr qu'il faut tester, commencer sur du ciblage large, voir ce qui marche, et puis après resserrer avec une approche très héroïste. Bon, ça c'est assez classique dans la gestion des campagnes publicitaires sur les plateformes en ligne. Après, quand il y a plus de moyens, ça vaut quand même le coup de faire de la télé, de faire de la radio, de faire de l'affichage. Récemment, on interviewait Teddy Bear, donc une marque DNVB de matelas, Mhm. donc Digital Native Vertical Brand de matelas. Et eux, ils disent clairement que le retour sur investissement de l'affichage est bien supérieur à celui du digital. Ok. Donc, il faut, selon sa marque, et c'est plutôt du B2C, ne pas du tout négliger les médias traditionnels qui coûtent bien sûr plus cher, mais quand on est en B2C, il faut quand même des budgets médias plus importants. Alors ensuite, est-ce que tu peux nous parler, nous dire quelle est ta routine de promotion pour chaque semaine pousser
tous ces contenus dont tu as parlé, que tu produis, que ce soit tes vidéos, tes contenus blog, etc. Comment vous procédez semaine après semaine pour pousser ces contenus? On est beaucoup sur des contenus de l'ordre du stock. Nos articles de blog sont souvent produits un mois en avance, 2 mois en avance, nos vidéos aussi, etc. Donc on est la production qui se fait en discontinu, entre autres avec nos réunions blog ou avec les vidéos où je fais des sessions où j'en tourne une petite dizaine, etc. Et après, quelqu'un qui est en charge de planifier les diffusions, soit de façon automatique, soit de façon manuelle. Sur les réseaux sociaux essentiellement. Sur les réseaux sociaux, la publication sur le blog, elle se programme dans WordPress. On a des outils comme Socialimap qui permettent de rediffuser, repartager. On a un outil qui s'appelle Revival Post, je crois que c'est à peu près ça, qui permet de retweeter, repartager des vieux posts sur Twitter. Enfin, tu renvoies la partie diffusion, il y a la newsletter qui part de façon automatique avec le flux RSS, etc. Voilà, donc tu as une newsletter automatique, c'est ça que tu utilises. Tout à fait. Depuis le début quasiment. Et qui est en parallèle avec l'automation que tu utilises de la séquence de nurturing. Ouais. C'est pas pour les gens qui ont fini la séquence, c'est en parallèle. C'est en parallèle, tout à fait. Moi, j'ai 3 séquences qui peuvent se jouer en parallèle. J'ai la newsletter qui est hebdomadaire, qui part toute seule à partir du flux RSS. J'ai une séquence qu'on appelle séquence d'endoctrinement ou de bienvenue, qui correspond au fait qu'on a un premier contact dans la base, c'est la première fois. Et là, on ne lui vend rien, mais on est plutôt là pour lui expliquer qui on est, comment on le fait, pour lui partager nos meilleurs contenus, vraiment pour faire connaissance. Et il y a la séquence d'engagement qui, elle, va être plus promotionnelle et qui, selon le profil rempli, va permettre d'essayer de pousser, bien sûr, un rendez-vous si c'est un client potentiel, une candidature si c'est un candidat potentiel, notre offre 1 minute 30 TV de chaîne pour les passionnés de marketing premium en vidéo, pour les auto-entrepreneurs, les chefs de projet, les confrères. D'accord, ok. Alors Jean, je termine avec ton système et ton trafic. Après, on va voir d'autres petits thèmes intéressants. Mais du coup, est-ce qu'il y a des outils qui te semblent indispensables pour une entreprise, que ce soit un grand compte ou une PME, qui voudrait se lancer dans l'inbound et l'attraction de prospects sur Internet? Il faut bien sûr un CMS. Donc WordPress en open source ou HubSpot ou n'importe Drupal, enfin n'importe quel autre CMS. Nous, on pratique beaucoup WordPress, qui est quand même efficace, pas trop cher, avec plein de plugins, qu'il faut bien sécuriser. Donc on recommande des hébergeurs spécialisés WordPress qui sécurisent bien un site. Ça, c'est pour ça, parce que c'est un gruyère en termes de sécurité. Il faut un outil de marketing automation ou d'email marketing automation, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes derrière le marketing automation. Nous, on utilise ActiveCampaign qu'on trouve peu cher et avec un excellent rapport qualité-prix, mais là aussi on peut utiliser HubSpot, on peut utiliser Marketo si on a les moyens, Eloqua racheté par Oracle, Marketo racheté par Adobe, HubSpot qui reste encore indépendant. Et puis après, il y a plein d'autres acteurs qui commencent à mettre des fonctionnalités de trigger mail qui sont souvent largement suffisantes. Mailchimp le permet. Sendinblue aussi a mis en place une dimension marketing automation, ou en tout cas email automation. Ça, c'est vraiment indispensable pour la newsletter, pour les scénarios d'engagement d'endoctrinement dont je parlais. Et puis après, on va avoir du marketing automation autour des réseaux sociaux. Et là, il peut y avoir toujours des solutions tout en un comme HubSpot, mais des outils comme Socialimap, des outils comme Revival Post, des outils comme Playzil, Influent. Enfin voilà, il y a toute une galaxie d'outils. Je dois parler aussi de mon copain, comment il s'appelle? Ah zut, j'ai un gros trou, il va m'en vouloir. Stéphane Coulot, à Annecy, comment il s'appelle sa solution? J'aimerais ne pas l'oublier. Je vais chercher, j'ai un gros trou là. Vas-y, en direct, tu peux chercher. Je vais chercher en direct. Est-ce que ça me dit quelque chose de Web Mécanique, voilà. Où ils ont été assez malins et ils ont
packagé la solution open source de marketing automation qui s'appelle Mautic pour l'héberger, la structurer, etc. Et ils sont hébergés en France aussi, donc ce qui leur permet d'être hyper RGPD compliant. Donc c'est aussi une bonne solution que je partage avec une super équipe sympa qui se retrouve à Annecy. Ok, cool. Est-ce que tu aurais un growth hack, une astuce, un truc qui te semble sympa en ce moment, qui te permet de faire, que tu aimes bien, tout simplement, qui fait la différence, une petite astuce à partager? Alors, c'est pas une petite astuce, parce que c'est pas le plus petit truc à faire, mais mon gros sac du moment, en tout cas le truc que je trouve vraiment smart, c'est l'édition papier. Donc, je t'ai dit que j'ai fait 30 livres blancs, Ouais. et on a fait un livre, enfin on en a fait deux, mais on en a fait un vrai. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Croître ou mourir, il faut choisir. Ouais. C'est 250 pages. Qui fait plus de 500 grammes, donc c'est un vrai produit, j'aurais dû t'en amener un, qui est sorti, qu'on a vendu sur notre site en pré-vente, qui est vendu sur Amazon, sur la Fnac et en librairie à travers toute la France parce qu'on a un diffuseur, on est nous-mêmes la maison d'édition. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que malgré tout, ça pose vraiment une expertise. Là où les gens téléchargent des livres blancs, ne les lisent pas, là il y a un livre qu'on achète, qu'on retrouve en librairie, qui a permis de faire des relations presse. Donc on a eu des articles dans les Échos, dans Marketing Magazine, etc. Je t'invite à essayer d'avoir un article dans les Échos pour un livre blanc. Tu vas avoir du mal. Et de facto, il y a des clients qui m'ont vu l'article des Échos, qui ont acheté le livre et qui sont devenus clients et qui étaient pour le coup hyper picousés parce que quand on a lu 250 pages d'un auteur, et qu'on a trouvé ça pas trop con, on a plutôt envie de travailler avec lui sans le mettre en concurrence. Et ce qui est en plus sympa, c'est qu'une fois qu'on a un livre, on peut en faire la publicité sur Amazon et ça devient potentiellement même une stratégie d'inbound génératrice de revenus. Génératrice de revenus. Et j'allais te demander du coup, mais tu m'as répondu, c'est que c'est carrément un bonus, comment on appelle ça, un lead magnet, parce que Tout à fait. c'est un lead magnet physique. Et de l'inbound physique. Et toi, est-ce que ça te permet de repérer sur Amazon qui l'a acheté et éventuellement Malheureusement non. Ah non, ils sont... Malheureusement non. Tu n'as pas l'info, tu n'as pas l'email, tu ne peux pas le mettre dans un nurturing et tout. Tu peux le faire si tu le vends sur ton site, mais quand il est vendu sur Amazon, tu n'as plus qu'à prier qu'il te contacte derrière. Alors, bien sûr, on a des call to action tout le long du bouquin. Hein, mais... C'est ça. Non, mais c'est une super idée. Si, c'est carrément un hack. Ok. Mais c'est un hack. Bon, nous, on est tout à fait, pour le coup, on est maison d'édition. On sait rédiger les livres pour nos clients, en faire des vrais appâts et des vrais lead magnets. On sait les distribuer. On sait après gérer toutes les campagnes de publicité, de diffusion en librairie, mais aussi sur Amazon. Mais c'est un peu plus cher. Oui, c'est qu'une stratégie de gros hacking. Il faut plutôt être sur un budget entre 25 et 30 000. Ouais. C'est plus cher, mais c'est intéressant de le penser non pas comme une fin, mais comme un début de relation en fait. Tout à fait, tout à fait. Et moi je trouve qu'en B2B en particulier, mais pas que, ça permet d'ancrer dans le réel ton expertise. Et bien sûr, à partir de ton contenu du bouquin, tu peux faire un paquet de livres blancs, un paquet d'articles de blog, un paquet de contenus et de conférences. Donc tu le déclines en digital. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre que dans le monde physique, mais un bouquin dans le monde physique qui est ton meilleur produit décliné derrière en digital, tu as de quoi tenir pendant plusieurs mois et d'avoir une très belle stratégie inbound on-off. Et puis tu peux même mettre à la fin conférence par l'auteur du livre Croître ou mourir, vu à la télé, vu dans les Échos. Bon, c'est excellent. Alors, écoute, j'ai à peu près tout. Ah si, tu as dit un truc qui m'a intéressé aussi, tu as dit ne pas être mis en concurrence. Et je pense que là, je vais parler à ta place, mais c'est une des plus grosses vertus, je trouve, de l'inbound, c'est que les gens qui choisissent de bosser avec toi, dans la majeure partie des cas, en tout cas quand ils sont assez chauds, qu'ils ont déjà eu un certain nombre de points de contact avec toi, ils vont pas dire j'ai demandé à 10 agences leur meilleur prix. Non, elles veulent bosser avec 1 minute 30 avec telle agence.
Tu Ouais, confirmes? bah, ça, c'est hyper important. Moi, je trouve que moi, j'ai débarqué dans le monde de la com et des agences. Et moi, j'étais plutôt dans le conseil, plutôt en stratégie, etc. Et j'ai complètement halluciné quand j'ai débarqué dans ce monde, dans tout ce qui était donné gratuitement en avant-vente aux clients. Mhm. Euh, et de façon que je trouve complètement insensée, parce que, on va dire, les meilleurs conseils, les meilleures idées, les meilleures créas sont offertes gratuitement aux clients dans cette phase de reco en avant-vente qui peut coûter une fortune Mhm. aux agences qui investissent plusieurs jours hommes ou dizaines de jours hommes pour réussir à faire ces réponses. Moi qui suis un vrai terrien, qui est un vrai gestionnaire, qui fait attention à mes sous, qui fait attention à mon travail et qui a eu beaucoup l'habitude de vendre mon conseil auparavant, j'ai complètement halluciné et puis j'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce jeu-là. Euh, et c'est pour ça que l'Inbound et puis une vraie affirmation de sa position d'expert avec une relation d'égal à égal avec le client où tu dis ben, tu as autant besoin de moi que moi j'ai besoin de toi, Mhm. parce que moi j'ai une expérience que tu n'as pas nécessairement et toi tu as de l'argent pour me faire travailler. Mais ce rapport, c'est un rapport d'égal à égal et ça ne doit pas être un rapport de prestataire-client. Moi je ne suis pas un fournisseur, moi je m'intéresse à des clients qui me considèrent comme un expert et qui pensent que, et j'espère que je peux concrétiser leur ambition de croissance. Et moi je suis là pour aider à ça, pour leur concrétiser ces ambitions et pour les accompagner dans leurs projets. Je ne suis pas là pour faire des livrables, je suis vraiment là pour les faire réussir. Et ça doit être un rapport d'égal à égal, et puis un rapport inscrit sur du partage de la valeur, de l'engagement de réussite, de résultats et un vrai travail en partenariat. Et moi, ce rapport très client-fournisseur qui existe souvent dans la com est un rapport qui ne me convient pas du tout. Et donc, je suis en permanence en train de me battre pour le rééquilibrer. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, je me suis mis dans l'inbound. À l'époque, ça s'appelait pas inbound, ou en tout cas, je ne savais pas que ça s'appelait inbound, parce que j'avais travaillé en agence et parce que Mmh. j'avais fait ce que tu décris. C'est impressionnant d'ailleurs. Tu réponds à un appel d'offres de Microsoft, voilà, et boum, tout d'un coup, tu as 200 personnes qui bossent avec chacun leur expertise pour faire un PowerPoint de 300 pages sublime. Et après, c'est oui ou non, on bosse avec vous et tu peux jeter 300 pages à la poubelle si c'est non, quoi. C'est de la Alors, folie furieuse, c'est de la vraie destruction de valeur. ah voilà, c'est ça. Alors qu'effectivement, en inbound, ce sera jamais perdu, j'ai envie de dire, parce que ce boulot, à la limite, il est online. S'il ne sert pas à Mmh. tel client, il servira à l'autre, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Et ce que tu as dit aussi sur l'égal à égal, c'est vraiment important. Ça change complètement la relation qu'on a quand on a quelqu'un au téléphone. Moi, ça arrive très souvent que j'ai des gens au téléphone, ils me disent merci de me consacrer du temps. Alors Mmh. que tu es dans une discussion de clientèle, quoi. Bon, voilà, ça n'a pas de prix. Alors j'en viens justement à comment tu finalises la vente aujourd'hui. Ça se fait par téléphone ou est-ce qu'il y a des rendez-vous physiques? Moi, je crois beaucoup encore au rendez-vous physique. Donc, je te disais, on a un lead, il y a un call de qualification. Si ce call de qualification se passe bien, on organise un rendez-vous. Et à l'issue de ce rendez-vous, on fait une vraie proposition. Idéalement, le rendez-vous, on le tient chez nous. En tout cas, quand il y a un premier rendez-vous, je souhaite que le client vienne. Mais toujours Ouais. dans une logique d'inbound, c'est faire venir à soi. Euh, Pareil, quand tu as un problème cardiaque, tu vas voir ton cardiologue chez lui, tu ne le fais pas venir chez toi. Mhm. Et ben nous, on est les cardiologues de la croissance des entreprises. Donc, on fait venir nos clients chez nous. C'est là qu'on fait la proposition. Si jamais on doit la pitcher et la représenter là-bas, on le fait, mais sur un deuxième rendez-vous. Et puis après, effectivement, on relance pour avoir un devis signé. Là aussi, c'est intéressant parce que je trouve que c'est important d'avoir une sorte d'engagement. Euh, euh, Très souvent, j'ai des gens qui passent pas par les formulaires de prise Mmh, de contact et ils t'écrivent un email et souvent c'est des grosses boîtes. Ils t'écrivent un email, mmh, rappelez-moi à 14 heures à ce numéro. Alors que mmh. dans ton email, il y a un formulaire. Et généralement, quand tu leur dis juste derrière,
voilà mon calendrier partagé, vous pouvez prendre rendez-vous. Le simple fait de faire ça fait qu'on le perd. Et pour avoir déjà rappelé ces gens-là direct, je me rends compte qu'ils ne sont pas suffisamment engagés et qu'il n'y a justement pas cette relation d'égalité. Ils refusent Ils de ne te rendre. perçoivent pas encore comme un expert, donc s'ils ne te perçoivent pas comme un expert, tu as quand même de fortes chances de perdre à la fin. C'est ça, exactement. Donc, il vaut mieux les perdre au début. Ça te coûte Exactement. moins cher. Ça coûte pas cher, ça fait perdre moins de temps. Bon, allez, je te fais une dernière question. Alors, c'est difficile Tu vois, tu nous as dit que tu prenais plus ou moins, tu t'adresses à tous les types de clients ou tu as que certains types de clients que tu traites? Alors moi, je suis sur tous les secteurs d'activité B2B, B2C, Ouais. mais je vais accompagner des clients qui ont des ambitions de croissance. Donc ça va être, non, ça peut être des startups, mais on est dans des logiques de clients. Moi, je recherche des gens qui ont des ambitions Ouais. et qui ont les moyens de concrétiser ces ambitions et qu'on peut accompagner là-dessus. Donc, pour ces gens-là que tu connais bien, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour initier une démarche d'inbound à l'issue de cette vidéo? De venir en atelier avec nous. Voilà. Et s'ils veulent commencer tout seuls et voir que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils peuvent commencer à faire? Regarder, s'inscrire sur 1 minute 30 TV. Ça marche. Bon, on Ou va faire comme télécharger le document, ou acheter mon livre Croître ou mourir, il faut choisir. Peut-être le livre en fait. Comme je le disais, c'est un beau lead magnet et la manière dont j'ai traité ce livre, c'est vraiment les 14 leviers pour réussir sa croissance. Donc il y a de l'inbound marketing bien sûr, mais pas seulement. Il y a un peu de développement personnel, il y a du positionnement, il y a de l'outbound, il y a du marketing automation, il y a un peu de RH. Enfin, j'essaye de traiter les différents points pour arriver à de l'hypercroissance ou à scaler et à structurer vraiment une démarche un peu complète dans laquelle chacun peut picorer pour trouver et mettre en place les choses qu'il n'a pas lui-même mises en place déjà. Ok, écoute, moi j'ai toutes les informations que je voulais avoir de ta bouche. Si tu as rien à rajouter, on va arrêter la vidéo là. C'est super, j'ai fini par un call to action, c'est parfait, c'est un contenu de Super, qualité. tu as respecté les règles. Écoute Gabriel, je te remercie énormément pour ta participation et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, dans un an peut-être. Merci, salut Rudy. Salut.